Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure de direct. Il est 19h sur Alsace 1, une heure de direct, et dans quelques instants, nous retrouverons Vera Bossiac et son invité Florian Nizar. Vous aurez peut-être, grâce à lui, une silhouette 20, une silhouette de rêve. On retrouvera juste après Delphine Vespizer avec ces deux garçons. Ce seront des frangins, Cédric et Mickaël de Célestat. C'est les French Runners. En tout cas, c'est comme ça qu'on va les appeler ce soir. Vous découvrirez Common, une start-up alsacienne de smartphones, d'ordinateurs et d'enceintes éthiques. On recevra Adrien Montagu, cofondateur de la start-up alsacienne. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans ce JT, 500 € à dépenser pour aller au théâtre, assister à des concerts, acheter des livres, découvrir des expositions. C'est le principe du Pass Culture. Il est destiné aux jeunes de 18 ans. Lancé par le gouvernement, il est actuellement expérimenté par 2900 jeunes barinois avant d'être généralisé. Le 56e Salon de l'agriculture se poursuit à Paris. Au-delà des concours, c'est aussi l'occasion de rencontrer des producteurs et d'en découvrir plus sur leur quotidien. Et puis à 100 jours de la Coupe du Monde féminine de football, direction Clairefontaine. Si l'équipe de France s'y entraîne actuellement, le site accueille aussi des clubs amateurs. C'est le cas de Burnout Le Haut. Ces joueuses fouleront la célèbre pelouse ce week-end. Mais pour commencer, c'est aujourd'hui que le projet de loi relatif à la création de la collectivité européenne d'Alsace a été présenté en Conseil des ministres par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud. Le texte devra ensuite passer par la Commission des lois au Sénat pour être discuté en première lecture normalement le 2 avril. La collectivité européenne d'Alsace devrait voir le jour le 1er janvier 2021. Le Bas-Rhin est un des 5 départements choisis par le gouvernement pour expérimenter le Pass Culture. Ce pass est un crédit de 500 € qui peut être dépensé pour des biens et services culturels. Il s'adresse aux jeunes de 18 ans. Objectif, les pousser à la découverte d'artistes, livres et spectacles. Certains de ces jeunes étaient réunis aujourd'hui à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Pour en savoir plus sur ce dispositif, Cécile Moz. Bonjour, bienvenue pour le Pass Culture. Ce sera juste par ici. Livres, expositions, cinéma, Alexandre et Martin souhaitent faire le plein de culture. Retenus pour la phase test du Pass Culture, ils se préparent aujourd'hui à activer leur compte sur l'application. Et comme Margot et Juliette, ces jeunes de 18 ans pourront ainsi disposer de 500 €. On a 500 € de crédit en fait sur une application qui nous permettent de prendre des places de ciné, des concerts, des albums. Je vais pouvoir aller à des concerts, aller au cinéma. Enfin, je sais pas encore tout ce qu'il y a de disponible, mais ce qu'il y aura d'intéressant et ce qui me correspondra, je pourrai l'utiliser pour. J'ai pas beaucoup d'argent pour acheter de la musique et des livres et des mangas également. Et peut-être le cinéma, on a un abonnement cinéma parce que ça coûte plutôt cher. En tant qu'étudiant surtout, entre les logements, la nourriture, on n'a pas toujours les moyens de pouvoir faire les activités qu'on veut. Et du coup, le Pass Culture, c'est une bonne opportunité pour que tout le monde puisse sortir, même si on n'a pas forcément le budget pour. 2900 jeunes barinois ont aujourd'hui accès à ce pass et à l'offre culturelle qui en découle. Un système qui fonctionne via une application et grâce à la géolocalisation. Je peux vous faire du coup peut-être une démonstration un petit peu de qu'est-ce que le Pass Culture. Avant on avait une phase test avec juste 100 testeurs, avec du coup 0 €, c'était que des offres gratuites. Et là on passe aussi sur les offres payantes. Et donc ces 2900 jeunes commencent à utiliser l'application. Certains l'ont déjà depuis quelques semaines. L'idée c'est d'apprendre aussi de ce qui se passe sur l'expérimentation et après de développer le FAS en fonction avec les jeunes et avec les structures culturelles également. L'objectif aujourd'hui, justement, démarcher de nouvelles structures culturelles. Elles sont déjà 170 dans le département, parmi elles, la Haute École des Arts du Rhin. Ça va être des invitations à des expositions qui sont généralement gratuites. Et la deuxième, ça va être des stages qui sont parfois sur une soirée ou sur 3 jours parfois, d'initiation à des pratiques artistiques comme le dessin, la photographie. Les inscriptions pour les jeunes de 18 ans sont pour le moment terminées dans cette phase d'expérimentation, mais le pass devrait s'étendre au plus grand nombre dès cet été.
Le 56e Salon de l'agriculture se poursuit à Paris. Au-delà des concours et de la découverte de produits, le salon est aussi l'occasion de parler du quotidien des agriculteurs. En Alsace, ils sont 7544 et 53% de la production est consacrée aux céréales. Nora Bouriois. Des cultures à la transformation des produits céréaliers en passant par la collecte et le stockage, c'est tout l'univers des céréales qui se dévoile ici au Salon de l'agriculture. En Alsace, 53% de la surface agricole utilisée est représentée par la production céréalière. Jean-Marc Schwartz est exploitant céréalier à Ensisheim. Il a repris l'exploitation de son père il y a une quinzaine d'années. Il produit en majorité du maïs. Si le consommateur demande que nous utilisions moins de pesticides, car les pesticides, à son avis, sont dangereux, nous en utiliserons moins. Mais nous voulons continuer de pouvoir nous défendre avec d'autres armes. Et cela nécessite un temps d'adaptation. La science, l'innovation, nous permet aujourd'hui d'entrevoir des solutions qui arrivent, qui nous permettront de nous passer de produits de protection des plantes, mais cela nécessite un temps d'adaptation. Le modèle agricole alsacien fonctionne grâce à la diversification des exploitations. La période de sécheresse l'année dernière, l'explosion des charges pour les agriculteurs sont quelques éléments qui se rajoutent à certains secteurs déjà en crise. Au niveau de la viande, c'est très compliqué. Au niveau de l'élevage, c'est très compliqué. Les stocks sont au plus bas puisque les éleveurs ont entamé les stocks déjà l'été dernier. On peut prendre l'exemple du sucre aussi, le prix du sucre qui a été divisé par 2, qui est 25% sous le prix minimum garanti de l'époque du quota. Les agriculteurs alsaciens dénoncent aussi la tendance des autorités françaises à alourdir les obligations fixées par les normes européennes dans le cadre de la politique agricole commune. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. J-100 avant la Coupe du monde féminine de football organisée pour la première fois en France. L'équipe nationale est en pleine préparation en ce moment à Clairefontaine, le centre national du football. Au lieu de performance, le site accueille de temps en temps des clubs amateurs et c'est le cas des joueuses du FC Burnout-le-Haut. Elles auront la chance de s'y rendre ce week-end. Marine Zis est allée les rencontrer avant leur départ. Zigzag là, ok. Arrivé où tu es, je te fais une passe. Il y a moins d'un an, l'équipe n'existait pas et certaines d'entre elles n'avaient encore jamais touché à un ballon de football. C'est face à un engouement de plus en plus important chez les femmes que le FC Burnout-le-Haut a décidé de créer une section féminine cet été. Et pour motiver l'équipe, le coach leur a lancé un sacré défi en novembre dernier. Je leur ai dit, un coup de culot, écoutez, si vous arrivez à faire une bonne fin de saison, à vraiment montrer que vous êtes devenu un groupe, une équipe, et pourquoi pas on part à Clairefontaine, donc pour faire un petit stage. Les victoires n'ont pas forcément suivi, mais l'envie était là et il n'en a pas fallu plus pour organiser le voyage. J'ai appelé sur le numéro que j'ai trouvé sur internet, je leur ai expliqué la situation, que l'équipe venait d'être faite, que j'avais l'idée de les amener là-bas et puis on m'a dit oui c'est possible, on m'a donné les premiers devis. Nous on est à 1 800 € environ pour le bus et on est à 1 615 € environ pour Clairefontaine. Donc moi à côté de ça j'ai cherché des sponsors bien évidemment. Étalez-vous bien, ok? Parce que souvent en match c'est ce qu'on fait, on laisse une personne toute seule d'un côté. Et si l'attaque peut lui faire la passe, elle est tranquille, hein. Elle a un boulevard devant elle. Okay. Du jeu encore timide et un coach qui fait office de gardien durant les séances d'entraînement. On est bien loin du sport de haut niveau, mais les joueuses se mettront pourtant dans la peau de championne ce week-end. Je pense qu'on ne réalise pas parce qu'on ne connaît pas trop, mais je pense que quand on y sera, on va vraiment se dire ah ouais on y est, on a de la chance et ça sera bien je pense. Je me dis que c'est une chose à faire dans sa vie avant de mourir quoi. Objectif du voyage, améliorer la cohésion d'équipe, mais surtout revenir avec des étoiles plein les yeux. Et pourquoi pas se lancer de nouveaux défis et gravir les échelons du monde amateur pour cette nouvelle équipe. À quoi sert la religion ? Vaste question à laquelle le Forum des religions de Strasbourg tentera d'amener quelques réponses. Organisé fin mars par l'université, les collectivités et les 8 cultes présents à Strasbourg, ce forum est une première en France. Adine Piron. La religion, à quoi ça sert ?
C'est la question du Forum des religions qui se tiendra du 28 au 31 mars à Strasbourg. Une question plus qu'actuelle qui sera abordée et débattue par des écrivains, des intellectuels, des chercheurs, des représentants religieux et des citoyens, une première en France. C'est important d'aller discuter avec les citoyens, d'échanger avec eux sur des sujets de recherche, et particulièrement sur des sujets qui les interpellent. Et donc c'est intéressant de confronter donc cette recherche qui est faite sur le religieux à l'université avec la société. Je tiens à dire aussi que cette question du religieux n'est pas traitée que sous l'angle théologique. On le verra dans la journée universitaire, nous avons une approche aussi anthropologique, sociologique, philosophique, juridique, qui permet de contextualiser ce fait religieux. Et nous avons dans tous ces domaines des chercheurs à l'Université de Strasbourg ou aussi dans d'autres universités françaises qui viendront traiter de cet apport de la religion dans la société sous un angle donc pluridisciplinaire. 3 cultes coexistent en Alsace depuis le XVIe siècle et ils sont aujourd'hui 8. Si le dialogue interreligieux est plus développé qu'ailleurs en France, parler de religion reste parfois tabou. Alors, pour délier les langues et apprendre à mieux se connaître, la ville de Strasbourg, la région Grand Est et l'Université de Strasbourg organisent ce forum. Au programme, rencontres, multiples conversations en atelier, témoignages, tables rondes, visites des lieux de culte et débats. La finalité de ce forum, c'est d'oser parler de religion sans fausse honte. Que la religion, elle est présente dans notre société. Et que ce n'est pas être injurieux que de parler de religion. Elle est là, dans notre vie quotidienne. Elle nous agace, elle nous émeut, elle nous porte, selon les personnes. C'est un fait de société. Je ne parle pas des convictions personnelles de chacun. Il ne s'agit pas de dire qu'une religion est meilleure qu'une autre. C'est pas ce sujet-là. Mais la religion, en quoi elle se décline dans notre quotidien? Osons en parler pour mieux se connaître. Et si ouvrir les portes du temple de la connaissance était la clé pour mieux se connaître et vivre ensemble, c'est en tout cas ce qu'espèrent les organisateurs de l'événement. Ouverture du forum dans un mois tout pile à la librairie Kléber pour une rencontre avec Monseigneur Luc Ravel et le grand rabbin Harold Weil. À défaut d'avoir des chefs étoilés à domicile, vous pourrez bientôt avoir chez vous leur vaisselle. Alors cela ne garantit pas la qualité du dîner, mais cela permet de trouver assiettes et argenterie à prix accessible. Le concept de cette vente est né à Lyon il y a 10 ans et sa première édition alsacienne se tiendra à Gerstheim les 30 et 31 mars. 12 chefs étoilés alsaciens participeront à l'opération. C'est une entreprise qui existe depuis 10 ans, qui ont beaucoup officié sur Lyon, sur le carreau de Lyon, au Hall de Lyon, lieu emblématique des produits, de la cuisine, de la restauration. La même chose va se produire pour la première fois à Gerstheim, où la vaisselle de plus de 12 maisons alsaciennes, des étoiles d'Alsace, seront achetées. Le concept, un peu, c'est de vider nos greniers, vider les stocks, vider tout ce qu'on stocke. Vous savez, il y a des décennies qu'on accumule, qu'on regarde et on ne s'en débarrasse pas. Il y a de la poussière dessus. C'est une maison qui existe depuis 1932. Étoilée depuis 1936, il y a une vraie histoire, il y a un grenier plein de vaisselle, de plats, d'argenterie, de verre. Donc avec toutes les générations, on a un petit peu fait le tri. Il y a des choses affectives qui bien sûr doivent rester dans la famille, dans l'établissement. Mais après il y a des choses aussi qu'on va mettre en vente lors de cette vaisselle des chefs. Ce qui me plaît bien dans le concept, c'est que les gens vont pouvoir acheter de la vaisselle. Alors certes, ancienne ou non, il y a des choses plus modernes, plus anciennes, mais qui ont eu une âme, qui ont été sur la table d'un restaurant étoilé, qui ont peut-être participé à des grands repas. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Olivier Anne. Sébastien Loeb fêtait hier ses 45 ans, mais aussi son millionième follower sur Facebook. Alors pour célébrer tout ça, il lance un concours qui va vous permettre de gagner les miniatures de toutes les voitures mythiques qu'il a pu conduire au cours de sa carrière. Je lui laisse la parole. Salut à tous, vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur Facebook, donc merci beaucoup, c'est génial et pour l'occasion on va faire un tirage au sort pour gagner une collection Altaïa, donc bon courage à tous. 1 million sur Facebook, ça va faire rêver Vera dans un instant. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On accueille justement Vera avec son invité Florian Ninard, développeur de la Silhouette 20, accompagné d'Adrien Montagu, cofondateur de Comaon. On va expliquer ce que c'est qu'un téléphone éthique, un ordinateur éthique, une enceinte éthique. Tout cela quand même après la météo. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à
à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, c'est une journée de jeudi plutôt agréable et ça commence dès votre réveil. Alors oui, vous allez avoir quelques brouillards du côté de Bâle, quelques passages nuageux à Strasbourg, partout ailleurs. Le soleil brillera et ce, dès votre réveil. Les températures dans la matinée, on va commencer avec la minimale qui sera de 4 degrés du côté de Roppenheim ou à Bâle, 5 degrés de Holzheim jusqu'à Colmar, 6 degrés, cette fois-ci ce sera du côté de Mulhouse, 8 degrés la maximale à Saverne ou chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Votre après-midi, eh bien profitez-en, le soleil sera encore très présent et les valeurs quant à elles, eh bien elles seront très agréables puisqu'il fera 16 degrés du côté de Wissembourg ou sur l'ensemble de la région du Bade-Württemberg, 16 degrés on les retrouve également à Mulhouse. 17 degrés à Saverne ou encore à Pratteln et 18 qui sera la maximale à Strasbourg ou Colmar. Que va-t-il se passer en ce vendredi? Eh bien, quelques passages nuageux, des éclaircies. Regardez, les températures seront en baisse puisqu'il fera 11 degrés dans le Bas-Rhin et 12 degrés partout ailleurs. En ce dernier jour du mois de février, nous célébrons les Romains. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h13 pour nous dire au revoir à 18h10. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec CroisiEurope. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et c'est une start-up alsacienne qu'on vous présente ce soir. Elle s'appelle Commound et c'est son cofondateur qui est avec nous, Adrien Montagu. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous avez votre téléphone éthique? Tout à fait. Il a le téléphone éthique. Qu'est-ce que c'est le téléphone éthique? Quelle est la philosophie de Commound? Je vous propose ces petites images et on en parle juste après. Il y avait besoin d'un vrai changement de modèle économique dans le monde de l'électronique, d'être meilleur au niveau environnemental et humain, depuis les mines jusqu'au recyclage. Voilà la quantité de déchets électroniques générés par habitant dans le monde. On avoisine les 50 millions de tonnes par an. Quand on arrive et qu'on dit, voilà, on a un projet coopératif pour créer un bien commun dans l'électronique, il y a plein de coopératives existantes qui disent « Waouh, ça c'est super, on va vous soutenir », que ce soit au niveau médiatique ou au niveau des finances. Donc on est accompagné par l'écosystème coopératif. On travaille ensemble, en coopération et pas en compétition. On a un OS qui reste à jour. La base, c'est d'abord la location d'ordinateurs, de smartphones, donc d'appareils plus responsables. Voilà, ça c'est du concept. La location de smartphones. Il faut quand même nous expliquer maintenant, Adrien, c'est quoi un smartphone éthique? Vous l'avez en main, démonstration. Alors, un smartphone, déjà, c'est plus éthique. Et c'est notamment un smartphone qui peut être facilement réparable. C'est-à-dire qu'on va très simplement pouvoir changer la batterie, l'écran, le micro, la caméra. Donc là, par exemple, je viens d'enlever la batterie. L'écran, ça se change d'un tour de main. Okay. Et donc, en fait, c'est un smartphone qui se place en opposition à ce qui peut se faire traditionnellement en termes d'obsolescence programmée, où les constructeurs vont faire en sorte que le téléphone ne soit pas réparable pour en vendre le plus possible. Alors, on vous a fait un procès qui est de dire que vous êtes des anti-GAFA. On rappelle que GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, on pourrait même rajouter dedans Microsoft. Est-ce que vous êtes clairement des anti-GAFA dans votre démarche? Alors, on essaye de promouvoir les logiciels libres. Donc, c'est-à-dire que sur le téléphone, on va proposer un système d'exploitation sans Google, mais c'est au choix du consommateur. Et sans Apple? Et forcément sans Apple, effectivement. Mais c'est au choix du consommateur parce que ça demande un effort en termes de prise en main qui n'est pas négligeable. Donc le client peut choisir de se passer de Google et on installe pour lui un système d'exploitation qu'a développé Fairphone sur le téléphone pour qu'il n'y ait pas Google dessus. Vous êtes totalement indépendant des grands trusts? Alors, il n'y a jamais de... Par exemple, si on descend vraiment dans la technique, il y a encore des traces de Google au niveau des drivers, mais c'est vraiment du technique en fait. Mais c'est déjà en termes de captation de données, quand on a des craintes par rapport aux GAFA, c'est sur les données personnelles. Et donc par rapport à ça, c'est quand même nettement mieux si on le souhaite. Voilà, vous dites effectivement, vous dénoncez le danger des structures qu'on la main mise sur nos données, les métadonnées qu'on laisse à peu près partout. Même les téléphones Android déconnectés sont quand même écoutables. Le vôtre, aujourd'hui, s'il y a des officines de renseignement qui voient ce téléphone, qu'est-ce qu'elles font? Puisque on sait que la NSA avait mis la main mise sur des téléphones à une époque. Alors, c'est pas un black phone. Il y a des téléphones qui sont conçus pour être imperméables à toute tentative de hacking. C'est pas le cas de celui-ci. D'accord. On va dire que celui-ci, il protège des GAFA qui ont tendance à nous transformer en des produits, quoi. Ou plutôt en des surconsommateurs. C'est-à-dire que grâce aux données, on va nous inciter à consommer en nous faisant de la pub ciblée, tout ça. Et donc ça, on va dire qu'avec le système d'exploitation qu'on installe, on peut se prémunir de ça. Mais après, on peut retrouver aussi sur les ordinateurs d'un système d'exploitation Linux qui est là et en
encore plus libre que ce qu'on peut avoir sur le téléphone. Donc on peut ni être écouté, ni être tracé à notre insu finalement. Avec ce téléphone. Il y a même des SMS qui sont chiffrés. Alors effectivement, sur l'application de SMS qu'on peut proposer, c'est Silence qui crypte les SMS. Par contre, il faut rester lucide. Quand on a un téléphone, il émet un signal et donc à ce titre, on peut être tracé pas forcément à son insu, mais on est quand même tout le temps localisable en fait. Vous m'envoyez un SMS par exemple avec celui-ci, j'ai pas un iPhone, j'ai pas un téléphone comme le vôtre. Est-ce que je vais pouvoir le lire ce SMS crypté? Ou il faut que j'ai le même système que vous? Ça dépend sur quel système on va se placer, mais si jamais vous le lisez avec une autre application que la nôtre, il sera plus crypté. D'accord. Ouais. Ça s'adresse à qui ces téléphones? Ça s'adresse à qui cet ordinateur? Vous allez nous en dire un mot. Et cette enceinte? Alors en fait, ça va être ce qu'on pourrait appeler des consommateurs. C'est des personnes qui cherchent à réduire leur impact sur leur environnement ou des gens qui ont un attrait pour la protection des données personnelles. Donc ça va être des personnes qui ont conscience de l'ensemble de l'impact que peut avoir l'électronique en général, c'est-à-dire que ce soit des mines, là où on extrait les matériaux, jusqu'aux déchets, parce que le produit en fin de vie, ça peut devenir un déchet. Et il y a un gros problème de traçabilité au niveau des déchets, ça part souvent en Afrique dans des décharges à ciel ouvert. Et donc, si on essaye de réduire son impact en consommant des produits électroniques, eh bien, il y a plusieurs alternatives, on en est une. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la meilleure façon de limiter son impact, c'est de ne pas avoir de smartphone tout court. Ouais, c'est impossible. Et que, moi, avant, j'en avais pas. Et très clairement, vous en avez un. J'en ai un, effectivement. Mais la meilleure façon, c'est de ne pas avoir et de, par exemple, partir sur un ordinateur fixe qui est ultra réparable. C'est celui qui est là devant nous. Oui, voilà. Ouais, celui-ci, donc, c'est un ordinateur d'un assembleur qui est basé à Toulouse. Ouais. Et donc... en soi, il n'y a pas plus réparable en termes d'électronique qu'un ordinateur fixe par rapport même au Fairphone qui a certaines limites. On ne peut pas facilement changer le processeur, par exemple, sur le Fairphone. Un petit mot sur l'enceinte qui est ici, qui est connectée Bluetooth. Alors là, l'enceinte, c'est un peu une primeur parce qu'on n'a pas encore l'offre qui est dédiée sur notre site. Donc elle sera bientôt en ligne. Vous ne la vendez pas encore, donc. Voilà, on la propose pas en location encore. Oui, c'est ça, on va y venir. Voilà. Et donc ça, c'est une enceinte, c'est pareil, c'est assemblé à Paris, c'est intégralement conçu en France, c'est une petite start-up parisienne là. Et vraiment, c'est un produit qui est conçu pour durer. Pareil, c'est le même principe de réparabilité. Donc on va avoir ici des clés Allen très simplement pour démonter l'intégralité de l'appareil. Et donc nous, en tant que coopérative, on essaye d'accompagner des producteurs qui essayent d'aller vers du mieux, d'un modèle de vente que l'on estime être responsable de tous les travers de l'électronique, à un modèle de location. Alors vous m'avez repris, Adrien, en disant c'est pas à vendre. Hein. Voilà, le téléphone n'est pas à vendre. On le loue 20 ou 30 euros par mois. L'ordinateur ou l'enceinte aussi. Alors l'ordinateur, ça va dépendre des configurations parce qu'on peut choisir des disques durs SSD de différentes tailles, etc. Donc ça va aller de 30 euros à 80 pour les ordinateurs. Mais vous ne le vendez pas. Mais à aucun moment le client devient propriétaire. Pourquoi ? En fait, le problème de devenir propriétaire, il y en a plusieurs. Mais par exemple, en fin de vie, quand on est un producteur, qu'on vend des appareils, on se décharge de la responsabilité du déchet sur le client. Donc on ne sait pas ce que devient le produit en fait. Et donc c'est une façon de vendre, c'est une façon de disperser la matière. Nous, en tant que coopérative, on va considérer nos appareils comme des réservoirs de pièces détachées. Donc c'est-à-dire que si par exemple le téléphone il nous revient, il est cassé, on va récupérer la caméra pour réparer un autre. Pareil, si l'enceinte elle nous revient endommagée, le bloc en béton va pouvoir le changer, mais peut-être que la carte qui va être responsable du son, on va la récupérer pour réparer une autre. Donc, parce que le problème dans l'électronique, c'est le recyclage, c'est une non-solution en soi. C'est pour ça que vous êtes une société coopérative d'intérêt collectif. C'est ça. Mais c'est vrai, je suis très admiratif. Donc on va rester juste sur deux infos, c'est qu'ils ont levé quand même récemment 400 000 euros pour une start-up, c'est formidable. 300 téléphones sont actuellement en circulation. Alors on en est bientôt à 500 produits là, même 550, une cinquantaine d'ordinateurs. Déjà, et effectivement 500 Fairphone en circulation. Donc c'est un modèle qui a fait ses preuves, notre service client a été prouvé parce qu'au-delà de l'appareil, il y a tout le service qui va avec, la prise en charge des casses, des vols, des réparations éventuelles, l'accompagnement à la prise en main,
Pareil pour Linux, on va proposer des formations parce qu'on a des systèmes d'exploitation, donc Linux, mais on peut aussi proposer Windows éventuellement. Mais pour Linux, on va proposer 1 heure de formation en tête-à-tête avec un formateur. Il vaut mieux, parce que quand on vient d'Apple ou de Windows, enfin de Microsoft, c'est compliqué. Ça Linux. Peut être un peu rédhibitoire. Voilà, vous restez avec nous. Je suis très admiratif du travail de Common. Il y a le site qui s'inscrit sur l'écran si vous voulez des informations. On marque une petite pause à suivre. C'est Vera et son invité pour être fit, vous allez voir. Et comme tous les mercredis, le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir une nouvelle manière de faire du sport avec l'électrostimulation. Avec nous aujourd'hui sur le plateau Florian de 20. Bonsoir Florian. Bonsoir. Alors c'est quoi le concept ? Alors le concept déjà, la marque c'est 20. J'insiste parce que c'est une start-up alsacienne. Okay. Et c'est comme marqué dessous, le sport en un éclair pour tous les gens qui ont un peu moins de temps ou qui sont un peu fatigués d'aller dans les salles de sport. On allie à la fois l'innovation de l'électrostimulation et le sport pour un résultat et une efficacité maximum. Et techniquement, alors ça marche comment ? Alors techniquement, on a un équipement à revêtir. Les séances durent 30 minutes, 20 minutes de sport ensemble. On met un petit gilet. Ça, c'est l'équipement à revêtir. Ouais, c'est un petit gilet qui est muni d'électrodes à l'intérieur. Il faut partir sur la bougez pas. Derrière, il y a aussi les câbles pour relier à la machine. On a par-dessus ça des sangles qui viennent se rajouter sur les fessiers, sur les jambes, sur les bras. Ça permet de contracter et de mettre en stimulation 8 zones, plus de 92 muscles en même temps, d'où l'efficacité. Alors, il y a un coach qui accompagne à chaque fois les différentes personnes qui vont venir chez 20. C'est quoi une séance type ? Ça se passe comment ? Est-ce que c'est personnalisé ? Alors, chez 20, nous, on a vraiment encadré la chose comme vous vous sentez. Vous venez comme vous êtes déjà, vous êtes dans la rue, en train de travailler, en train de boire un café. Vous avez un petit peu de temps libre qui est devant vous. Vous venez une demi-heure, vous bookez votre rendez-vous sur une application. Vous rentrez, vous avez l'impression d'être dans un petit appartement, un petit cocon chez vous. Et un coach vous attend. C'est un coaching individualisé. La séance démarre après avoir mis l'équipement, elle dure 20 minutes et là derrière c'est assez intense. Vera pourra en témoigner, elle a essayé. Et, j'ai testé. Et du tu coup, vas nous dire. Hein. Et du coup derrière on a une vraie efficacité et dans la récurrence, dans le temps, on se sent nettement plus galbé, raffermi, un petit peu plus musclé. Effectivement, si on a l'impression qu'on va juste venir, on va placer une petite ceinture et que ça va faire le travail tout seul, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, c'est cardio, c'est physique, on a vraiment l'impression d'avoir bien bossé. Ok. Et alors ça s'adresse à qui ? Parce que du coup, clairement ça s'adresse à tous, des sportifs de très haut niveau jusqu'aux gens qui ont arrêté ou qui sont en reprise d'activité. On est vraiment sur une cible large puisque le coach et la machine s'adaptent à la personne puisqu'on est dans le ressenti. C'est vraiment la personne qui va donner son ressenti par rapport à l'activité. On va pouvoir monter les intensités en fonction de ça. Le coach est vraiment dans l'accompagnement et aussi dans la programmation sur les exercices et l'accompagnement sur les positions. C'est là où on fait la différence. Et en termes de prix, alors on se situe comment ? Aujourd'hui, on démarre à 19,90 sur la première tranche pour une séance, mais on peut, selon les forfaits, avoir une gamme et un panel à proposer à nos clients. Forfait, abonnement, voilà, on s'adapte. Le meilleur prix, c'est 19,90 à la séance sur un certain nombre de séances. Maintenant, on est les nouveaux, les premiers sur Strasbourg dans le secteur de l'électrostimulation et c'est ce qui nous permet de nous adapter au mieux. En tout cas, si vous avez envie de tester, la première séance vous est offerte, donc allez-y, l'adresse s'affiche en dessous. Allez aussi voir la page Instagram, ça va vous motiver. Allez, une autre actualité, Vera. Alors, si vous êtes fan de sneakers et de streetwear, vous allez adorer la nouvelle adresse de Strasbourg. Alors, il s'agit d'Impact Premium. Ils ont déjà ouvert une boutique à Mulhouse en 2001 qui a cartonné. Alors, ce qu'il y a de particulier là-bas, c'est c'est un véritable spécialiste. Il y a beaucoup de choix et de modèles inédits. Alors, il n'y a pas que des sneakers. Vous trouverez également des vêtements et des accessoires. Les adresses s'affichent en dessous, donc de Strasbourg et de Mulhouse. Vous pouvez aller découvrir. Et vous avez un coup de cœur ce soir. Et oui, vous aimez tellement votre animal, votre petit
petit ami à 4 pattes, eh bien, vous allez trouver ça complètement farfelu. Oui, mais vous savez que mes coups de cœur sont toujours farfelus. Vous pouvez faire imprimer la photo de votre animal de compagnie, votre chien, chat, pigeon, tout ce que vous voulez, sur votre pyjama ou ailleurs. C'est tout simple, il suffit d'envoyer votre photo sur le site de Patricia's Couture. Comptez quand même 120 € pour un pyjama. Pour un peu moins cher, vous avez une panoplie d'accessoires personnalisables. C'est kitsch, mais on adore. Voilà, tu le ferais toi ? Bah pourquoi pas. Avec tes petits animaux de compagnie ? Oui, j'ai des petits rats, donc bon, Mais ça oui. pourrait faire peur. Non mais le pire c'est qu'elle les a ramenés un jour sur le plateau. C'est tout à fait vrai. Merci beaucoup Vera. Dans un instant on va retrouver Delphine Vespizer. Un tout petit mot tiens. Avec vous Florian Linard, on a vu voilà, comment être fit, etc. Ça se fait toujours avec coach ou moi je peux mettre ça et présenter avec et comme ça perdre du poids et me muscler ? Non, c'est toujours avec coach parce que comme ça on travaille au seuil, au maximum et on a des vrais résultats et ça vous permettrait d'être parfait, encore plus parfait. Eh ben on va essayer. Ça s'appelle 20. Merci beaucoup Adrien Montagnu, bravo à vos équipes chez Comaon. Oui, tout à fait. Strasbourgeois aussi. Strasbourgeois pour cette start-up. Moi je vais vous libérer dans un petit instant, c'est Delphine Vespizer et je vous retrouve juste après pour nouveau numéro de En route pour le COS. Salut Pinanter et bienvenue à Célesta. Aujourd'hui nous allons faire du sport ensemble avec Cédric et Mickaël. Bonjour les garçons. Bonjour Delphine. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre après-midi entraînement parce que effectivement vous êtes très sportif. Cédric, dis-moi, toi tu es un grand passionné de sport. Oui. Quels sont les sports que tu aimes ? La course à pied déjà. Ouais. La natation, l'athlétisme, et le pétanque et l'équitation. Et l'équitation. Alors tout ça, ce sont des sports que tu pratiques. Oui. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que tous les sports, on peut les faire en handisport. Oui, il n'y a aucune contrainte, il suffit d'avoir un certificat médical, de demander au médecin. Et puis d'avoir envie. Oui, et puis d'avoir la volonté. Toi justement, ce sport que tu pratiques régulièrement, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta semaine ? Du plaisir, de la joie déjà. Tout ce sport, tu pratiques aussi avec ton petit frère. Mickaël, vous avez combien d'années de différence ? Donc nous on a 11 ans de différence. D'accord. Et tu es aussi un passionné de sport ? Oui bien sûr. Donc je faisais pas mal de VTT avant. D'accord. Et puis du jour au lendemain, j'ai décidé de partager la passion du sport à deux, donc avec Cédric bien sûr. Génial. Et puis c'est comme ça que ça a donné la course à pied en handi-run entre frangins tout simplement. Ça fait combien de temps que vous courez ensemble ? Donc on court ensemble depuis le 3 juin 2017, mais on s'est vraiment entraîné à partir de cette année. Donc le 3 juin 2017, ça c'était un peu un événement particulier parce que vous avez fait une course ici même à Célesta. Ouais. Donc c'était le Slow Up directement, Slow Up Alsace. D'accord. Donc c'est un grand parcours alsacien qui permet de se balader sans moteur directement, de découvrir l'Alsace autrement sur la route des vins. Comment est-ce que cette idée vous est venue pour la toute première fois à cette course de courir ensemble ? C'est quand même pas commun. C'est moi qui suis allé vers lui et je lui ai posé la question, je lui ai demandé s'il n'aurait pas aimé partager cette passion à deux. Avec moi, oui. Et alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est à la ligne de départ de la toute première course comme ça entre frères ? Déjà, on sent qu'il y a de l'adrénaline qui monte, du stress. Ouais. Je ressens de la joie et une certaine émotion aussi parce que je me dis que si moi je peux le faire, pourquoi pas le montrer à d'autres personnes et puis peut-être que par la suite, ça peut peut-être se développer. Cédric, t'es prêt ? Ouais. Mickaël ? Ouais. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, allez les garçons ! Vous courez combien de kilomètres comme ça en une fois ? Donc en une fois, ça part de tout simplement à 3 km et on peut aller jusqu'à 18 comme samedi on a fait à peu près. Avec un petit peu d'ambition et beaucoup de volonté, le handicap c'est plus du tout un frein vu qu'il y a tellement de matériaux comme le fauteuil par exemple. Ouais. On peut faire énormément de choses. Puis on est en 2019 donc il faut voir grand et
faut plus avoir le préjugé de se dire ah la personne est handicapée, on peut rien faire avec. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à ton petit frère? Tout d'abord, je le remercie de sa disponibilité déjà parce que c'est pas tous les jours facile. Et lui dire que je l'aime aussi. Mais ça c'est tellement beau, c'est tellement beau. Dites-moi, votre papa il doit être fier d'avoir 2 garçons comme vous, hein? Déjà à la base il nous a dit qu'on était complètement fous pour le slow up. Mais bon après on leur a expliqué que tout simplement c'était peut-être un moment de folie, mais malgré ce moment de folie, maintenant grâce à ça on est devenu ce qu'on est maintenant. Les garçons, merci beaucoup de m'avoir fait partager ce moment avec vous. Et puis je pense que vous êtes des ambassadeurs de beaucoup plus et le message que vous apportez, il est vraiment top. T'as bien aimé ce moment? Oui. Bon, génial. Et nous, on se dit, c'est par ici, Morasquette et à bientôt. Cédric, t'es prêt? Cédric, faut me répondre. Attends, on refait. Cédric, t'es prêt? Oui. Ok, Mickaël? Oui. Allez, non mais attends, on le refait. Non mais les garçons, mettez un peu de punch là, parce que là, sinon... Bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, vous le savez, Alsace 20 vous propose des experts, des témoins de ce chantier hors norme. Aujourd'hui, nous avons Mélanie Rosset. Comment allez-vous? Très bien, merci. Soyez la bienvenue. Responsable du terrassement, Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Conducteur travaux d'ouvrages d'art, et on parlera notamment de ces 2 viaducs de Vendenheim et de la Bruche. Et Jean-Luc Fournier, vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes le directeur communication Vinci Autoroute. On va parler un petit peu des métiers aujourd'hui. Et on va commencer avec un jeune profil d'ingénieur, c'est Mélanie Rosset, responsable du terrassement. On va expliquer ce que c'est sur les 13 km du COS, 13 km sud. C'est quoi un terrassier? C'est quoi le terrassement? Donc le terrassement, c'est en amont des notes de calcul, des dispositions constructives, des plans, et ensuite sur le terrain, c'est du matériel et des hommes pour préparer les plateformes pour les ouvrages, des déblais, des remblais. Alors c'est vraiment des machines qui sont énormes, on va les découvrir ces machines, un métier qui est plutôt très technique. Sur vos épaules, c'est quoi ce qui repose? C'est la stabilité après du terrain, vous l'avez écrasé, vous l'avez retourné? On a préparé le terrain suivant les dispositions constructives que nous ont données les experts en géotechnique et on doit garantir la pérennité et sur de nombreuses années de l'ouvrage qu'on a construit. Voilà. Quelles sont les machines qu'on est en train de découvrir là, Mélanie Rosset? Là, c'est l'échelon de scrap. Donc, c'est des scraps, donc la machine qui transporte. C'est le scrapper. Le scrapper, exactement. Ouais. Et il est, pour se charger, il est poussé par un bulle. D'accord. Lui n'a pas de moteur, le scrapper. Non, si, il a un moteur pour avancer, ouais. Mais le D10 lui permet, lui, de se charger. Et donc, le D10, c'est le bulldozer. Hein, ouais. Et quand on dit un échelon, effectivement, c'est un ensemble de machines. Exactement. Hein, c'est ça, voilà. Voilà. C'est un métier compliqué à apprendre, le métier de terrassier? Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de l'expérience. Et faut aller sur le terrain et voir comment est-ce que ça fonctionne, les rouages de tout cet enchaînement de matériel, c'est pas anodin. Et je pense que l'expérience compte dans un métier comme ça. Alors pour que tout le monde puisse se repérer sur ce chantier hors norme, eh bien, un métier qui est complètement indispensable. Vous le présentez, c'est celui de géomètre. Ce sont eux qui posent tout simplement des repères qui permettent aux terrassiers, notamment, d'être certains de travailler au bon endroit. Et ça se passe au centimètre près. Regardez. Vous les avez forcément déjà aperçus, en pleine rue, sur un terrain ou un chantier. Les géomètres sont reconnaissables à ce drôle d'appareil, le théodolite, indispensable à leur métier. Je le centre grossièrement à 10 cm près et l'appareil est capable de se centrer tout seul automatiquement sur le prisme. C'est en gros un rayon à laser que l'appareil envoie et qui se reflète dans le prisme. Les géomètres topographes, ce sont ceux qui matérialisent le chantier, qui transforment les plans en repères sur le terrain, une étape indispensable pour tous les autres ouvriers. Pour se repérer dans l'espace, il y a tout un système de points de référence qui a été posé au GPS avec des méthodes pour arriver à de haute précision.
Et donc l'appareil est capable, en fait, connaît ses coordonnées de ses points et via des mesures d'angle et de distance, arrive à se caler. Nous, on matérialise pour les équipes, soit avec des piquets, soit avec des spits, peu importe le support. Voilà, ça dépend de la précision qui nous est demandée. D'accord, ok. À 4 cm à reculer, c'est bon? Ouais, c'est bon. Attends, j'enregistre. Ici, la précision requise est de l'ordre du millimètre, même pour une autoroute. Un travail qui se passe 80% du temps en extérieur et qui exige rigueur et méthode. Il y a de la réflexion, il y a des mathématiques, il y a de la géométrie et c'est un métier très polyvalent. Donc tous les jours, je fais quelque chose de différent, quoi. Donc ça c'est ce que j'aime. Les géomètres suivent le chantier tout au long de sa réalisation pour en contrôler les différentes étapes et valident à la fin sa conformité au plan d'origine. Voilà. Et Mélanie Rosset et Nicolas Martin sont nos invités. C'est quoi les difficultés, Mélanie, qu'on rencontre sur le terrain? Pour moi, la principale difficulté, c'est la gestion des interfaces entre l'ensemble des intervenants, puisqu'on doit coordonner le travail des génies civilistes, des assainisseurs et du terrassier. Celui qui est en retard sur quelque chose, ça met en retard tout le monde? Le terrassier arrive toujours en premier, c'est le premier sur le terrain. Donc forcément, si son activité se décale dans le temps, ça décale tout le monde. C'est un casse-tête, l'organisation, la planification de tous ces métiers? Oui, c'est une réflexion de chaque jour et c'est surtout, on doit surtout faire preuve de beaucoup d'adaptation puisque ça se passe pas, c'est pas réglé comme du papier à musique. Voilà, vous travaillez main dans la main avec Nicolas Martin? Exactement. Voilà, Nicolas Martin, ingénieur génie civil, vous travaillez sur 2 viaducs. On va voir l'ampleur que ça prend. C'est les viaducs de Bruges et Vandenheim. Voilà, c'est un gros boulot pour vous. Vous avez à peine la trentaine. Sacrée responsabilité quand même. Hein. C'est de bonne responsabilité, effectivement, mais bon, l'équipe est solide et donc ça se passe plutôt très bien. Alors on a vu les travaux de terrassement avec une tranchée hors norme qui va accueillir ce viaduc de 450 mètres et c'est vous, Nicolas, qui êtes le responsable. On est allé sur place voir à quoi ça ressemble. Mathieu Chanvillard. Vandenheim, c'est l'ouvrage le plus spectaculaire du chantier. Ici, un viaduc de 450 mètres doit permettre de franchir d'un bond le canal de la Marne au Rhin, les voies ferrées et la route de Brumath. 3 corps de métier sont aujourd'hui à l'œuvre et ont attaqué les appuis, c'est-à-dire les structures sur lesquelles ce pont géant reposera. Donc là derrière nous on peut voir les terrassiers qui sont en train de travailler sur les plateformes, les ferrailleurs qui sont en train d'assembler les armatures pour la semelle de la pile P2 et les équipes de coffrage qui sont en train de travailler sur la semelle de la pile P3 et sur le coffrage du fût de pile de la semelle P4. Les ouvriers sont aussi en train de terminer ce pont provisoire au-dessus du canal. Pendant les 2 années du chantier, il servira notamment à déplacer la terre de déblai de la tranchée de Vandenheim vers la bretelle d'autoroute où elle servira de remblai. Effectivement, c'est un gros pont provisoire, mais c'est vraiment indispensable. En fait, ce pont provisoire-là, il évite de faire passer les mouvements de terre par la commune d'Herversheim ou par la commune de Vandenheim. Ce pont provisoire sera donc démonté à l'issue des travaux. Le viaduc de l'autoroute, lui, est censé être achevé début 2020. Voilà, Nicolas Martin avec nous. Quand est-ce qu'on le verra, ce viaduc? Pour l'instant, c'est de la terre et des piles. Pour l'instant, c'est de la terre et des piles, effectivement. On verra les appuis sortir de terre à peu près à l'été. Et la fin du viaduc est prévue pour le printemps prochain. Alors, Mathieu Chanvillard m'expliquait, alors dites-moi si je dis une bêtise, que vous mettez des piliers, d'autres piliers, et qu'après, vous allez mettre le viaduc et vous allez le pousser. Oui, exactement. Donc pour l'instant, on réalise les appuis. Donc Ouais. c'est les appuis qui sont en béton, les piles qui supporteront le tablier du viaduc. Et ensuite, une charpente métallique sera assemblée côté tranchée couverte, donc côté sur la culée, c'est 0. Et la charpente métallique, au final, elle fera 450 mètres de long. Et elle va être assemblée par tronçon. Et ensuite, ça va être lancé au fur et à mesure sur les appuis. Et c'est poussé. Il lance. On s'est lancé, ouais, avec un système de treuil et de moufle. Voilà. Est-ce qu'on se fait la main sur des petits ponts avant ou c'est sur des petits viaducs? Parce que moi qui suis candide et néophyte, je me dis que 450 mètres, c'est énorme de confier ça à un jeune. Ouais, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. En fait, la réussite du chantier, elle ne tient pas à une seule personne, elle tient forcément à l'équipe. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis 1 an. On prépare le chantier, on travaille en coordination avec les services des études techniques, les services méthodes. Et voilà, tout ça fait que la réussite du chantier tient vraiment sur l'équipe. Voilà, vous êtes normand, c'est la plus belle expérience pour l'instant en professionnel que vous vivez?
Ouais, enfin d'avoir deux viaducs, j'ai fait des viaducs similaires, mais j'en ai jamais eu deux en même temps, quoi. Ouais, j'ai vu que Vinci, tout comme Soprema, sont dans les 10 entreprises où il fait bon travailler. C'était une étude qui est passée cette semaine. Jean-Luc Fournier, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a pas mal de jeunes en formation. On vous a suivi aussi. C'est de l'emploi, en fait, le COS. Hein. Oui, tout à fait, c'est de l'emploi. Donc il y a des besoins, effectivement, de recrutement, donc de recrutement locaux pour certains métiers. Nous avons lancé donc depuis janvier le recrutement de conducteurs d'engins. Donc à terme, là, sur les 6 premiers mois, nous ciblons environ 84 conducteurs d'engins, plus des aides-coffreurs, une vingtaine d'aides-coffreurs. Et ça passe par un cursus avec Pôle emploi, avec différentes collectivités, notamment de remise à l'emploi de certaines personnes qui ne sont pas forcément que des jeunes, donc des gens qui ont envie de ces métiers, que nous formons, et nous avons installé à Dutlenheim, là où il y a notre base, nous avons installé un site de formation, et depuis le mois de janvier, nous avons lancé différents cursus, et notamment le premier de 10 semaines en fait, de formation. C'est relativement rapide, en 2 mois et demi, les personnes sont aptes à travailler. En 2 mois et demi, donc pour des métiers tels que conducteur d'engin, mais c'est effectivement une remise à niveau sur certains fondamentaux et également une qualification, puisque ces gens-là obtiendront une qualification de conduite avec notamment des épreuves pratiques qui vont leur être proposées. Donc ça crée du boulot. Bien sûr. Alors, une chose, c'est que on voit sur les images qui sont à côté de vous, derrière vous, qu'il y a quand même dans ces formations beaucoup d'hommes. Moi, je suis très étonné que la responsable du terrassement sur 13 km du COS soit une femme. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans un monde d'hommes comme ça? Il faut savoir s'affirmer et démontrer qu'on n'est pas là pour décorer. Simplement, moi, j'ai aucun problème. Et ce que je souhaite vraiment, c'est surtout qu'il n'y ait jamais de différence entre un homme ou une femme. Aujourd'hui, on n'a pas à faire la différence. On doit s'adresser de la même façon à un homme ou à une femme. On doit pouvoir communiquer et travailler ensemble sans faire de différence. Voilà, il n'y a pas de différence, c'est la seule chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est ce que vous dites. Votre Exactement. formation à vous d'ingénieur, c'est ça? Oui, exactement. Et vous, Également. Nicolas, ingénieur aussi. Ingénieur aussi. Pour ce viaduc, donc à partir de quand on va pouvoir l'emprunter? Bon, ça c'est 2021, parce qu'on a bien compris que le COS sera fini en 2021, mais à partir de quel moment les engins de chantier même vont pouvoir, à l'interne, utiliser ces deux ouvrages-là? Avant l'été prochain. Voilà, je pense qu'avant l'été 2020, on pourra passer. Avant l'été 2020, on pourra passer sur le viaduc pour finir de réaliser les travaux. Voilà, viaduc pour l'instant de Vendenheim, viaduc de la Bruche. On est un peu sur les mêmes timings. C'est sur les mêmes timings, et les difficultés que l'on rencontre sur l'un ou l'autre sont identiques? Non, pas tout à fait, parce qu'en fait, les difficultés d'un ouvrage, elles sont propres au site sur lequel on travaille. Et donc là, on a, sur le viaduc de Vendenheim, on franchit le canal de la Marne au Rhin, on franchit la LGV. Une ligne TER, on franchit une route départementale. C'est énorme. Voilà. Et sur la Bruche, on franchit une piste cyclable, le canal de la Bruche et la Bruche. Donc voilà, on voit que l'environnement n'est pas tout à fait le même et donc les contraintes sont en fonction de l'environnement. Voilà, expérience professionnelle formidable pour tous les deux. On va vous retrouver, comme on s'intéresse au métier, on reviendra bien sûr à vous. Un dernier petit mot avec vous, Jean-Luc, vous avez souhaité un bulletin circulation. Ça, c'est toujours pour avertir des routes coupées sur le tracé, des travaux en cours. Oui, tout à fait. Donc les travaux, là, entrent vraiment dans une phase importante et il va y avoir des perturbations, mais des perturbations qui peuvent être des coupures provisoires avec la mise en place de déviations. Au mois d'avril, il y en aura 3 ou 4. Et effectivement, donc sur notre site internet, il est possible de s'abonner à un bulletin qui permet toutes les semaines, effectivement, d'avoir cette information. Donc on s'inscrit, on reçoit par SMS ou par mail, et on reçoit l'information qui nous dit telle route, à l'ouest de Strasbourg, bien sûr, peut avoir effectivement une contrainte en termes de circulation. Merci beaucoup Jean-Luc Fournier, merci Nicolas Martin, merci Mélanie Rosset. Merci. On va se retrouver pile poil dans un mois pour d'autres aventures en route pour le COS. Merci de votre fidélité. Salut.